C'est un pays de 1 200 000 km² avec une population de 45 millions d'habitants, aux origines très diverses. 75% viennent du continent africain, principalement les Zoulous, Xhosa, Soto, Tswana, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele. 14% sont d'ascendance européenne, les Afrikaners, descendants des Hollandais arrivés au XVIIe siècle, mais aussi des Anglais et des Portugais. 8,5% sont métis, et enfin 2,5% sont asiatiques, surtout d'origine indienne. Vous me posez la question de savoir quand les Blancs et les Noirs sont entrés en contact en Afrique du Sud. Cette question est tout à fait fondamentale. Elle est au cœur du problème de l'histoire sud-africaine. Elle a été occultée pendant des décennies et aujourd'hui tous les scientifiques sont d'accord sur cette question et sur ses conclusions. La carte est très claire à cet égard. Vous voyez une grande ligne noire qui part du haut de la carte, du nord, et qui aboutit sur l'océan Indien. Cette carte et cette ligne montrent quelle était la zone d'occupation des Noirs à la mi-XVIIIe siècle. Et l'on peut dire qu'à la mi-XVIIIe siècle, on peut affirmer qu'à la mi-XVIIIe siècle, il n'y avait pas de population noire à l'ouest de cette zone. À l'ouest de cette zone, deux types de populations se trouvaient installés. À l'extrême ouest, autour du comptoir du Cap, à partir de 1652, les Hollandais commencent à élargir leur contrôle du territoire. Et vous voyez cette tache de couleur qui montre bien comment les Blancs, partant de la zone du Cap de Bonne-Espérance, s'étendent vers l'intérieur avec une frontière qui s'établit dans la région de Graaff-Reinet, une frontière qui s'établit au début du XVIIIe siècle. À partir de cette zone, nous passons à la zone qui est en couleur bistre un peu plus foncée. Nous voyons que les Blancs poussent vers la région au-delà de la rivière Sundays et vers la rivière Grand Poisson, Great Fish. Et finalement, la dernière zone de progression blanche va être cette tache rouge que vous voyez sur la carte, qui va dépasser le fleuve Orange et qui va s'étendre vers l'intérieur du plateau central sud-africain. Tout le long de cette ligne, dans toute la partie nord de cette ligne, l'avancée des Noirs vers l'ouest est bloquée par l'isoyette, c'est-à-dire par la ligne des pluies de 380 mm. Et cette carte géographique... Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire des migrations ou d'exode des minorités religieuses, les choses ont plus souvent été subies que choisies. Pour ce qui est des Huguenots français, il faut dire que c'est l'avènement de Henri II en 1547 qui marque un durcissement considérable de la répression en France contre les minorités religieuses que l'Église classait comme hérétiques. Contrairement à François Ier, Henri II, lui, était fermement décidé à éradiquer toute forme de rébellion au dogme de l'Église catholique romaine. Comme il accusait les protestants d'être à la fois ennemis de l'État et de l'Église, ces damnés de la terre européenne allaient subir une longue période de persécution jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy, avec l'assassinat de leur principal défenseur. Je parle de l'amiral Gaspard de Coligny en août 1572 sous le règne de Charles IX. Comme on sait, il a fallu attendre plus de 20 ans après pour que Henri IV promulgue l'édit de Nantes, qui reconnaissait enfin aux Huguenots les mêmes droits religieux que les autres. Mais ce n'était qu'une trêve, parce que Louis XIV, comme on sait, allait révoquer l'édit de Nantes, ce qui rendait tout à fait illégal toute pratique du protestantisme sur l'ensemble du territoire français. Cela devait entraîner l'exode, le départ en exil de plus de 300 000 d'entre eux. C'est à partir de cette époque-là qu'ils commenceront à arriver progressivement en Afrique du Sud jusqu'à constituer avec leurs descendants. Et pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi l'Afrique du Sud, pas l'Algérie, pas le Cameroun, pas le Kenya? Pourquoi l'Afrique du Sud en particulier? Très bonne question, parce que ces Huguenots français avaient d'abord été accueillis aux Pays-Bas. Et la Hollande avait déjà un pied en Afrique du Sud. Parce qu'il faut dire que ce pays est à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe. Après plutôt que le navigateur portugais Bartholoméu Dias eut ouvert en 1487 la route maritime qui longe ses côtes, l'endroit avait d'abord été baptisé Boa Esperança,
c'est-à-dire en portugais Bonne Espérance, qui deviendra le Cap de Bonne Espérance. Eh bien, les Hollandais ont été les premiers à s'y intéresser parce qu'ils cherchaient une escale entre Amsterdam et leur colonie de Batavia, qui est devenue aujourd'hui Jakarta en Indonésie. Eh bien, cette escale devait servir au ravitaillement de leurs marins, en eau douce, en viande fraîche, fruits, légumes, etc. Et ils avaient remarqué aussi que la baie de la Table, qui se trouve au Cap de Bonne-Espérance, est un port qui était naturellement ouvert au nord et protégé des vents dominants, ce qui est excellent pour la navigation. Et dans ce coin, les populations noires qui vivaient là avaient aussi beaucoup de troupeaux de vaches et de moutons. Le coin était donc parfaitement idéal pour un port, voire même pour l'installation d'un comptoir. C'est ainsi que dès 1652, un certain Jean van Riebeeck, qui était un marin et explorateur, a été chargé de cette mission pour le compte de la Compagnie des Indes orientales. Donc les premiers à y débarquer étaient d'abord des marins. Par la suite, des marins hollandais. Par la suite, il y eut l'installation massive d'immigrants venus de Suisse, des pays scandinaves et des États de langue allemande. C'est beaucoup plus tard qu'ils seront rejoints par, comme vous dites, par ces huguenots français qui sont venus s'installer là comme un droit d'asile. Voilà pourquoi, depuis le XVIIe siècle, ce pays est devenu une terre d'immigration pour les continents européens et africains. Ceux qui sont majoritaires aujourd'hui ne sont pas les peuples autochtones. Les véritables autochtones habitants de l'Afrique du Sud sont les tribus des Khoï et des San, qu'on appelle communément les Bushman ou Bushman chez les anglo-saxons. Leurs ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans les grottes de ce pays déjà dès le paléolithique supérieur. Leur culture reste, avec celle des aborigènes d'Australie, la plus vieille au monde. Et ces deux ethnies n'avaient jamais cessé de décroître au point de devenir largement minoritaires, voire même inexistants en Afrique du Sud aujourd'hui. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, l'actuelle Afrique du Sud est peuplée de Bushiman, dont les San, qui sont des chasseurs, cueilleurs, nomades, et les Khoi, qui sont des éleveurs sédentaires. Et à partir du IIIe siècle de notre ère, ils vont être repoussés plus à l'ouest, dans l'actuelle région du Cap, par les Bantous, qui s'installent progressivement dans la région. Ce sont ces populations africaines qui seront face au XVe siècle aux navigateurs portugais à la recherche de la route des Indes. Après Bartolomé Dias en 1488, Vasco de Gama aborde en 1497 les côtes orientales du pays le jour de Noël. Il les baptise donc Natal, c'est-à-dire Noël en portugais. C'est vers le IVe siècle de notre ère qu'ils ont commencé à voir arriver dans le pays en masse et sur de vastes régions des agriculteurs détenteurs de techniques de la métallurgie. Ce sont les Bantous. Ils sont les peuples noirs majoritaires aujourd'hui dans ce pays. Leur arrivée en Afrique du Sud résulte d'un vaste mouvement de population que la plupart des historiens identifient aujourd'hui comme étant la grande dispersion des Bantous. Le mouvement aurait commencé en fait au début de la formation du Sahara, c'est-à-dire il y a 5000 ans avant notre ère environ. Ces Bantous ont bousculé les Khoï et les San pour s'emparer de leur pâturage. Et beaucoup de ces groupes bantophones ont très vite occupé la majeure partie du plateau sud-africain, depuis le désert du Kalahari jusqu'à la montagne du Drakensberg. Et d'autres continuent leur progression encore au XVIIe siècle pour, en empruntant le couloir côtier. C'est le couloir qui longe l'océan Indien. Là, ils voulaient aller s'installer ailleurs. C'est à ce moment-là que ces Bantous ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls dans ces espaces et qu'ils ont arrêté leur progression à la rencontre d'étranges voyageurs blancs. Et ces voyageurs blancs, en fait, c'était les Hollandais installés par la Compagnie des Indes orientales et les huguenots français dont on parle. C'est une confusion qui a fait croire à ces premiers immigrants européens qu'ils étaient les seuls occupants du pays, ce qu'il faut. Voilà la confusion qui allait peser très lourd par la suite, parce que durant plus de 3 siècles, au nom de l'espace vital, les uns et les autres allaient se battre durement. Les choses auraient pu en fait très bien se passer. Ces hommes avaient subi des persécutions en Europe. Il faut dire que les premiers immigrants européens, qu'ils soient hollandais ou huguenots, qui étaient installés dans des villes comme le Cap, par exemple, ces gens-là n'étaient pas préoccupés par des considérations de race ou de religion. Ils se sont mélangés très facilement avec les populations locales. Mais ce sont finalement les Hollandais qui fondent au Cap en 1652 un poste de ravitaillement pour la Compagnie des Indes orientales, car à mi-chemin entre la Hollande et les comptoirs néerlandais à Java, cela permet là d'avoir une étape sur la route des épices. Et pour pouvoir ravitailler les navires de commerce hollandais, il faut développer l'agriculture.
Le gouverneur du Cap, Jan van Riebeeck, demande donc à la compagnie de favoriser l'immigration de colons européens. Arrivent alors des Hollandais, des Allemands, des Huguenots français, qui en 1685 fuient les persécutions religieuses après la révocation de l'édit de Nantes en France. Dans une vallée à l'est du Cap, les domaines agricoles portent d'ailleurs encore des noms français, comme Languedoc, Champagne, Paris, Calais. On appelle ça d'ailleurs le coin français. Alors ces colons agriculteurs européens, on les nomme boers. En néerlandais, cela veut dire paysans. Mais ces boers sont en fait d'origine très diverse et souvent sans lien particulier avec leur pays d'origine, et ils vont peu à peu se définir eux-mêmes comme un peuple de l'Afrique, c'est-à-dire les Afrikaners. Les autochtones Khoi n'étant pas assez nombreux pour les travaux agricoles, la Compagnie des Indes orientales importe des esclaves d'Angola, du Mozambique, de Madagascar. Et il y aura de nombreux métissages entre Européens et Africains, dont les descendants sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Colored People en Afrique du Sud. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a égalité de droits entre les Blancs et les Noirs, voire les Indiens qui vivent en Afrique du Sud, et que, logiquement, s'il y a réclamation, les réclamations devraient être pour une égalité de droits plutôt. En fait, vous avez raison de poser la question parce que cela a été au centre du long conflit qui a opposé les Blancs aux Noirs en Afrique du Sud. Chacun se disait plus légitime que l'autre. Parce qu'en réalité, ils sont tous issus de l'immigration, noirs comme blancs. Parce que du point de vue historique et anthropologique, seuls les tribus de Khoi et les San, qui sont plus communément appelés les Bushman, ou les Bushmen, le terme anglo-saxon, c'est Bushman. Oui. Eh bien, ce sont ces deux seuls qu'on retrouve jusqu'au... C'est quoi ce pays? À côté de l'Angola Oui, au Mozambique. Non, le Mozambique, c'est plus loin sur la côte est, c'est la Namibie. La Namibie, mais la Namibie, c'était à peu près les mêmes peuples. Hein. Vous avez, oui. On a tellement tracé les frontières n'importe où. Alors ces deux tribus, ces deux ethnies, les Khoi et les San, sont les seuls habitants, ce qu'on appelle des autochtones. Les véritables autochtones de l'Afrique du Sud sont les San et les Khoi. Leurs ancêtres étaient tous des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans les grottes de ce pays déjà au Paléolithique supérieur. Leur culture reste, avec celle des aborigènes d'Australie, l'une des plus vieilles au monde. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant l'arrivée des immigrants européens, c'est-à-dire les Huguenots dont on parle et des Hollandais, et des immigrants africains, eh bien, ce sont des groupes qui n'avaient jamais cessé de décroître pour devenir au fil du temps largement minoritaires, voire même inexistants aujourd'hui en Afrique du Sud. Et c'est au IVe siècle de notre ère qu'ils ont commencé à voir arriver dans le pays en masse des agriculteurs détenteurs de techniques de la métallurgie. Ce sont les Bantous qui sont aujourd'hui majoritaires et qui se disent en fait le peuple légitime. Qui ont été repoussés depuis les côtes du Nil, c'est ça? Voilà, mais ces Bantous, non, du Nil, on va y arriver. Oui. C'est que ces Bantous, en fait, sont arrivés dans ce pays, leur arrivée dans ce pays résulte d'un vaste mouvement de population que la plupart des historiens qualifie aujourd'hui de grande dispersion des Bantous, qui a concerné tout le continent noir et s'est étalé sur une grande échelle d'espace et de temps. Le problème va venir des immigrants européens qui étaient installés dans les campagnes, qui étaient pour la plupart des protestants et d'origine paysanne. C'étaient des illuminés qui étaient guidés par une vision extrêmement intolérante et raciste de la Bible. Leur approche de l'humanité, en fait, tire ses sources de ce qu'on pourrait dire du calvinisme. Et le calvinisme s'appuie sur un concept de prédestination, à savoir que l'homme serait prédestiné par Dieu à créer des élites pour diriger le monde. Quant aux autres, c'est-à-dire les non-élites, ils sont prédestinés à obéir aux premiers. Alors, dans cette présentation fantaisiste de l'Évangile, toute notion d'égalité disparaît. Voilà pourquoi ils ont entretenu des relations extrêmement distantes et racistes avec les populations noires qui étaient jugées comme inférieures et assimilées aux non-élites. Voilà d'où est venu, comment a commencé la série de bousculades ethniques forcées initiées par les boers pour s'emparer des terres de clans bantouphones vaincus. Mais face à tous ces bouleversements, un grand conquérant sud-africain, Shaka Zulu, va réunifier tous les peuples bantouphones et mettre sur pied une redoutable machine de guerre, non seulement pour résister à la poussée de ces immigrants européens, notamment calvinistes, mais aussi à toute occupation de son pays. Dès la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques ont pris pied en Inde. Et la région du Cap intéresse Londres car
elle offre un point d'appui pour leurs navires, notamment pour contrer la menace des corsaires français. Alors les bourgs accueillent d'abord favorablement l'arrivée des Britanniques, car ils leur apportent une aide dans la guerre qu'ils mènent contre les Xhosa pour le contrôle des territoires à l'est du Cap. Leurs relations vont se dégrader début 19e, quand la colonie du Cap passe sous souveraineté britannique, que près de 5000 colons britanniques viennent s'installer là, et que surtout, l'abolition de l'esclavage en 1833 par les Britanniques change en fait toute l'économie de la société bourg. Alors elle conduit à un événement qui est fondateur pour l'identité des Afrikaners, c'est le Grand Trek qui commence en 1836. Il s'agit de la migration des Afrikaners vers l'intérieur du pays, soit quelques 5000 Afrikaners accompagnés de leurs esclaves. Les bourgs fondent alors au cœur de l'Afrique du Sud, entre les fleuves Orange et Vaal, l'État libre d'Orange, au nord du Vaal, le Transvaal, et enfin le Natal, à l'est du Drakensberg. Le Grand Trek cherche avant tout à faire perdurer la société esclavagiste bourg, mais il va donner aux Afrikaners une mentalité de pionniers et renforcer le mythe que ces nouveaux États sont des terres promises que Dieu leur réservait en tant que peuple élu. Au XIXe siècle, l'Angleterre victorienne prétendait apporter la civilisation ou le progrès à des peuples attardés du fait de son avancée scientifique et technologique. Alors qu'on sait qu'après l'abolition de l'esclavage, l'intérêt que ce pays portait encore à l'Afrique était éminemment mercantile parce que son système esclavagiste qui avait été engendré par des raisons économiques, les mêmes raisons étaient en train de défaire tout simplement. Parce que l'abolition de l'esclavage est intervenue à un moment où la révolution industrielle avait provoqué de profondes mutations, de profondes transformations. Et les industries de transformation issues de cette révolution industrielle avaient visiblement besoin d'autre chose que d'hommes serviles à mener par le fouet. Ces industries étaient tributaires d'un autre type de main-d'œuvre, consentante celle-là, même si Marx disait que c'est une nouvelle forme d'esclavage, de prolétariat, d'esclavage sous contrat. Ces industries de transformation avaient besoin de matières premières, avaient besoin de débouchés, et comme par malédiction, parce que le malheur de l'Afrique c'est en fait sa richesse, comme par malédiction, tous ces éléments indispensables à la nouvelle économie se trouvaient encore en Afrique. C'est ainsi qu'on allait passer de l'énorme ponction humaine de la traite négrière à l'exploitation économique. Et c'est ça qui motivait en fait la colonisation anglaise de l'Afrique du Sud. Colonisation contre laquelle vont résister non seulement les peuples bantous, mais aussi les bourgs, du mot néerlandais qui veut dire paysan. La découverte de richesses minières au cœur des territoires bourgs va relancer la rivalité entre les deux peuples. En 1867, des mines de diamants sont découvertes dans la région de Kimberley, puis l'or en 1886 dans l'état du Transvaal, provoquant une véritable ruée vers l'or dans ces régions et renforçant évidemment les visées impériales du Royaume-Uni. En fait, Londres contrôle déjà les territoires zoulous, situés entre leur colonie du Cap et le Natal, et cherche donc à relier l'ensemble des colonies africaines britanniques du Cap au Cape. C'est un projet tout à fait stratégique porté par Sir Cecil Rhodes. Rhodes est le directeur de la compagnie Or et Diamant de Berce, et c'est lui qui finance l'expansion britannique en Afrique australe grâce au fonds de la Compagnie britannique d'Afrique du Sud qu'il a fondé en 1889. La carte montre bien que la progression britannique à la fin du XIXe siècle bute sur les républiques bourgs indépendantes. Et Londres va prendre prétexte des mauvais traitements infligés aux mineurs anglais dans le Transvaal pour déclarer la guerre aux bourgs en 1899, et c'est là le début de la guerre des bourgs. Elle dure 3 ans et conduit à l'annexion des républiques bourgs par les Anglais. Nelson Mandela, qui avait toujours considéré les descendants de Huguenots et d'immigrants anglais comme de véritables Sud-Africains, qui n'étaient donc pas des colons au sens des Britanniques. C'est le point commun qu'il avait avec Shaka Zulu, qui lui résistait sans doute. C'était une guerre civile, en fait, entre Sud-Africains noirs, qui étaient les Zoulous, etc., et Sud-Africains blancs, qui venaient de Hollande ou de France. Dès la défaite des résistants noirs, comme des résistants blancs sud-africains, l'Angleterre avait décidé de créer en 1912 ce qu'on appelle la Union of South Africa, l'Union sud-africaine. Et dans cette nouvelle constitution, c'est elle qui a commencé à vouloir réconcilier les immigrants néerlandais
les Néerlandais sur place, donc sud-africains, et les immigrants anglo-saxons qui s'étaient établis de fraîche date, au détriment des populations noires. Parce que l'apartheid n'est pas une génération spontanée. Ça n'a pas surgi comme ça du néant en Afrique du Sud. Il y a des précédents. Et ces précédents-là, on les doit aux Anglais. Parce que dans cette politique qu'on appelle la politique indigène, puisque dans la nouvelle constitution, on a accordé, l'Angleterre a renforcé son autorité dans la nouvelle constitution, tout en octroyant des droits relatifs sans doute, mais aux Afrikaners, qu'on appelle des Afrikaners aujourd'hui, qui avaient leurs ancêtres des bourgs, après cette guerre des bourgs, en voulant réconcilier les deux communautés blanches, mais au détriment de la communauté noire. Tout ça pour créer un climat de paix, ce qui serait plus favorable à l'exploitation des richesses du pays, au bénéfice exclusif des Blancs. Les Noirs n'avaient pas été consultés sur les problèmes du pays, que ce soit ceux de la terre, que ce soit ceux des richesses minières, ou même la forme des institutions. Aucune disposition particulière n'avait été prévue pour leur représentation politique. Et beaucoup d'historiens, malheureusement, ne veulent pas s'en souvenir, mais c'est cette politique indigène des Anglais sous la colonisation qui a balisé la route, qui a véritablement balisé la route vers un système de développement séparé et fondé sur la race. Alors rien d'étonnant qu'au départ des Anglais, les Afrikaners racistes du Parti national adoptent le système de l'apartheid en 1948. Le but, exactement comme les Anglais, était d'exclure les Noirs de toute participation dans la vie économique et sociale de leur pays, en les enfermant dans des bantoustans où ils espéraient qu'ils créeraient un jour leur propre nation indépendante et surtout, très séparée des Blancs. En 1910 est proclamée l'Union sud-africaine, État indépendant, membre du Commonwealth, et les Afrikaners cherchent alors à conserver pour eux seuls pouvoir politique et intérêt économique, et ils renforcent la ségrégation entre les peuples. En 1913, une loi sur la propriété foncière définit les régions du pays destinées aux seules populations noires. Alors qu'ils représentent près de 70% de la population, les Africains ne peuvent pas accéder à la propriété hors de ces réserves indigènes qui ne forment que 7% de la superficie du pays. En 1923, les Africains ne sont tolérés en ville que s'ils y ont un emploi. En 1926, l'accès aux emplois qualifiés dans l'industrie leur est interdit. Et cette exclusion économique, politique, spatiale se radicalise en 1948 avec l'arrivée au pouvoir du Parti national qui met en place une politique d'apartheid, ce qui veut dire développement séparé en Afrikaans. La nouvelle législation sud-africaine impose dès le début des années 50 une classification de la population en 4 groupes raciaux. Les Noirs, les colored people, c'est-à-dire les métis, les Indiens et les Blancs. La loi systématise la séparation des populations au sein de l'Afrique du Sud blanche, faisant des Noirs des étrangers à l'intérieur de leur propre pays. Les Noirs vont se regrouper au sein d'abord de l'ANC, mais l'ANC n'est que le descendant d'un mouvement qui existait sous la colonisation britannique, qui avait déjà compris ce que voulaient faire les colons. Ça s'appelait la South African Native Nation, qui était créée par Sol Plaatje, un Zoulou, formé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui s'est opposé d'abord à ce système raciste de politique indigène mis en place par les Anglais, qui touchait non seulement les Noirs, tous les peuples de couleur, qui touchait les Indiens, puisque les Indiens, il y avait aussi un grand défenseur qui s'appelle le Mahatma Gandhi, et c'est ce combat qui a inspiré Nelson Mandela et Walter Sisulu, Steve Biko, qui ont pris le relais, et pour amener un jour, à terme, le gouvernement sud-africain, entre de Klerk et Mandela, a imposé la force de la politique face à la politique de la force. Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre